OK, plein écran, on va le mettre comme ça, boum, boum, boum. Voilà. Donc, plein écran, c'est parti comme ça. Allons-y, allons-y. Ça se peut que je déparle un petit peu, j'ai un énorme mal de tête, mais on va faire ça comme il se doit quand même. Donc, les échantillons, ça va être une session basée principalement sur les cépages et la dégustation de quelques cépages. Donc, moi, les miens sont froids, je vais les chercher tantôt. Juste courte présentation au départ, mais vous allez voir qu'on va vite plonger dans la dégustation lors de cette session. Donc, on rappelle ce qu'on avait vu les deux premières séances. C'est un peu tout le volet historique, placer un petit peu géographiquement les Abruzzes. Et sur la deuxième session, on avait vu un petit peu tout ce qui était, tout ce qui entourait un peu les appellations. Sachant que le grand point de focus, on ne se mentira pas, reste quand même sur deux voire trois cépages principaux. C'est les trois cépages qu'on va explorer ce soir, à savoir le Trebbiano, le Pecorino et le Montepulciano. Okay, donc, ces trois cépages qui sont quand même assez bien représentés sur nos marchés. Je vous passe très très vite les slides de la campagne d'Europe qui est quand même importante au niveau du financement. Puis toutes ces petites choses Instagram, Facebook que vous pouvez aller taguer éventuellement. Donc voilà, moi j'espère que tout le monde a reçu ces échantillons. Moi je les ai reçus, il va m'en manquer un ce soir qui a malheureusement brisé dans l'envoi, mais je vais me fier à vous. Alors rendu là. Sommaire avec qui s'est glissé un petit peu plus bas. Donc, on va vraiment aller explorer un petit peu plus le Trebbiano Abruzzese, mais important de préciser qu'il s'agit du Abruzzese parce qu'on peut avoir aussi du Trebbiano Toscano. La chose est qu'il n'est pas toujours évident de savoir, même au niveau des producteurs, si on est sur une variété, sur la variété abruzzese ou sur l'autre variété. Donc, ça, c'est un petit peu, c'est peut-être plus en discutant un peu plus solidement avec les producteurs, mais j'ai pour m'en dire qu'en Italie, des fois même les producteurs savent pas toujours ce qu'ils ont entre les mains. On va parler du pecorino, de son histoire, de son joli mot associé au fromage notamment. Le fameux et le grand, le fameux et le grand le plus planté très certainement, Montepulciano. Et à découvrir, parce que c'est des cépages qu'on ne dégustera pas et dont on ne parlera pas ce soir, mais il y en a quelques-uns supplémentaires qui sont en voie de grandir un petit peu au niveau des hectares de plantation, notamment sur les cépages blancs. Il y a de plus en plus de blancs qui sont demandés, je vous dirais, dans plein de pays et dans plein de régions. Les Abruzzes fait pas exception à cela. Donc voilà. Euh, Là, il y a ce qui est marqué, d'accord? Mais avant que vous lisiez tout cela, euh, alors là, il faudrait que vous ouvriez vos micros parce que je vais vous poser une petite question quand même. Euh, pour vous, du Trebbiano d'Abruzzo, c'est quoi? Ça goûte quoi? Pour moi, c'est bien ordinaire, puis ça c'est trop utilisé trop souvent. Ça, c'est donc juste vous identifier, parce que vu que je ne les ai pas toutes en mosaïque, c'est François, hein, je pense. Si j'ai reconnu la voix, c'était François Côté qui a parlé. Donc, un cépage ordinaire, trop utilisé, peut-être pas toujours mis de l'avant de la bonne façon. Guillaume nous dit, parce que ses cocottes dorment juste à côté, nous dit léger, frais, minéral et simple. Et c'était, euh, moi, c'est Claude Boileau. Je vais essayer de programmer mon nom. OK, parfait. Moi, c'est Donc, Carl léger, Bird. C'est Carl pardon? Bird. D'après moi, des mêmes choses, habituellement, je trouve, sont des vins légers, faciles à boire, peut-être pour des apéros. Mhm. Euh, mais j'en ai goûté quelques-uns qui ont été euh, mieux faits, qui ont un peu plus de caractère, mais c'est rare. Mhm. Effectivement. OK. Merci, Carl. Donc, allons-y. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais vous remettre. Là, vous ne la voyez pas du tout, la présentation, hein, comme ça. OK. Donc, c'est pour ça que là, il faut que je la remette de même. Non, c'est fatigant, par exemple, à chaque fois, il faut que je fasse ça. Pas grave. Donc, là, vous voyez bien la présentation. Et on va la mettre en plein écran.
Voilà. Donc, le Trebbiano d'Abruzzo ou Abruzzese, déjà quand même fait notoire parce que quand on parle de Trebbiano en Italie, on se mentira pas que ça a quand même relativement mauvaise presse quand on s'attarde juste au mot Trebbiano. Mais je pense qu'on peut lui redonner un peu de lettre de noblesse quand on parle du Trebbiano d'Abruzzo, Trebbiano Abruzzese. C'est quand même un vieux cépage. Puis vous voyez dans les caractéristiques, alors, il y a ce qui est marqué et il y a la réalité. Quand on parle de grande acidité, bah, c'est toujours un petit peu aléatoire par rapport au webinaire qu'on a fait notamment la semaine dernière par rapport aux appellations. Bah, ça va dépendre un petit peu d'où où il est planté. Est-ce qu'on est vraiment proche de la mer ou est-ce qu'on est vraiment un petit peu plus en altitude avec ces écarts de température envisageables? Mais ça reste effectivement dans l'ensemble quelque chose qui est plutôt sur la délicatesse, le caractère quand même relativement léger. Et comme Karl l'a très très bien dit, on peut aller chercher une certaine complexité. Alors, c'est encore en voie de développement sur nos marchés, tout le moins, mais je sais qu'éventuellement, en importation privée ou quelques cuvées d'exception SAQ peuvent vous amener quelque chose d'absolument extraordinaire. Moi, j'ai été bluffé par notamment des Trebbiano d'Abruzzo avec un petit peu d'âge, avec des couleurs qui étaient profondes, avec des notes qui évoquaient quelque chose entre je dirais, le Rioja blanc et puis le Chenin vieilli. Okay. Donc, ça peut aussi aller dans cette optique-là. Et quand ça va dans cette optique-là, c'est très, très, très grand. Je vois un peu ça comme le Hunter Riesling ou le Sémillon du côté de l'Australie, qui peut être très, 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 très watery, très fluide, mais qui peut aussi exprimer quand même pas mal plus de complexité et d'ampleur en bouche. Vous entendez mon chien japper aussi en même temps, ça c'est juste pour l'ambiance de fond. Euh, donc, pour lui donner un petit peu cette ampleur, l'élevage sur lit éventuellement va être pratiqué. Éventuellement la barrique pour la texture, mais c'est quand même pas la majeure partie des Trebbiano d'Abruzzo qui vont être faits de cette façon-là. Donc voilà. On le voit aussi un petit peu en assemblage. Quand on parle d'assemblage, en fait, c'est là où on ne sait pas trop justement est-ce qu'on est sur du Trebbiano Toscano, du Trebbiano d'Abruzzo et où. Donc ça, c'est vraiment pas en essai-erreur, mais vraiment en discutant un petit peu plus profondément avec les producteurs pour savoir ce qu'ils ont entre les mains, s'ils connaissent vraiment l'identité des cépages qu'ils ont entre les mains, et à savoir qu'on peut quand même rajouter un 15% de cépages autres. Mais dans mon livre à moi et dans ce que j'ai goûté, souvent quand c'est marqué Trebbiano, on essaie de mettre de l'avant cette variété. Donc voilà, ça c'est un petit peu commun, je vous dirais. Donc des arômes, on cherche quelque chose de plutôt floral, fruité. La couleur est marquée jaune paille, mais moi j'ai eu des Trebbiano avec des couleurs très intenses, des Trebbiano qui ressemblaient peut-être plus à des Pecorino. Je dirais, on va voir tantôt Pecorino et Trebbiano en termes de couleur. Personnellement, je ne trouve pas nécessairement évident de les distinguer. Par contre, euh, comme c'est le cas pour la plupart des cépages autochtones dans les Abruzzes, on a des altitudes qui dépasseront jamais 500 mètres, voire 600 si vraiment on est exposé plein sud. Donc, les vignobles, quand on parle de montagne, on avait parlé du Gran Sasso qui était à 2900 mètres d'altitude. Bon, bah, c'est pas dans ces parties-là qu'on va planter le plus. Donc, ça reste quand même montagnard dans l'ensemble, les Abruzzes, mais on va se concentrer un petit peu plus sur l'aspect colline en tant que tel. Et donc, frais, sec, relativement harmonieux, ça encore une fois, je vous dis, c'est relativement général. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de sauter tout de suite dans la mêlée avec les vins en dégustation. Donc, on va faire Trebbiano. Ensuite, on va parler un petit peu de Pecorino. Ce que je vous suggère peut-être, c'est de garder un petit peu de vin à chaque fois. Comme ça, vous pourrez revenir Trebbiano, Pecorino sans aucun problème. Et donc là, on va commencer avec Tolo, un produit qui est disponible en SAQ, rapport qualité-prix-plaisir, somme toute très très intéressant, je trouve, pour 18,90 et ensuite, on va avoir, si je ne me trompe pas, trois vins de Cirelli, donc sur du Pecorino, sur ça va être deux vins de Cirelli, Pecorino et Cerasuolo. Et ensuite, on va avoir Da Formo qui va être sur un Montepulciano. Puis on va voir un petit peu que le Montepulciano peut prendre bien des caractères différents, malgré des fois l'espèce
de caractère unidimensionnel qu'on peut lui attribuer. Donc, voilà. Donc, moi, je vous présente juste ça, puis je vais juste arrêter la présentation pour qu'on puisse se voir et puis jaser un petit peu des vins. Donc là, on est sur un Trebbiano d'Abruzzo relativement classique, pas d'élevage en cuve inox. À ma connaissance, du 100% de Trebbiano Abruzzese, à moins que quelqu'un me contredise, mais c'est ce que j'ai comme information. Donc, un vin qui est bio pour commencer. Alors, ça, je vais revenir là-dessus. Si je veux voir la binette, je vais fermer ça. Oups. Tac. Ah, ok. Donnez-moi juste un instant, je vais chercher les vins, puis je reviens. Alors, me voici de retour. Donc, je pense comme la semaine dernière, hein, les vins pour vous ne sont pas clairement identifiés. C'est juste marqué 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. C'est bien ça. OK. Donc, on va commencer à 3.1. Et le 3.1 est justement ce Trebbiano d'Abruzzo de Tollo. Alors, est-ce qu'il y en a qui voudraient. Moi, tu sais, c'est vraiment là, on est dans une dégustation. Donc, l'idée, c'est de prendre la parole. Je dis toujours, tu sais, il y a toujours ceux qui prennent toujours la parole. C'est super correct, mais il y a des fois des gens qui sont toujours un petit peu plus timides ou qui ont peur de s'exprimer parce qu'ils ont peur de se faire juger. Je vous dirais que moi, je ne vous jugerai pas. Mon jugement va se limiter à OK, je respecte ça. Dans cette blague à part, exprimez-vous sur le vin, c'est la meilleure façon d'échanger et puis d'avoir des fois des discours qui peuvent se rejoindre malgré le fait qu'on n'utilise pas les mêmes termes. Donc, j'ouvre le bal en tout cas, moi, je vais ouvrir le bal juste au niveau du nez. Donc, tu sais, on est en échantillon comme ça, petite bouteille. Pour moi, c'était légèrement fermentaire, un petit peu au sortir de la bouteille. Par contre, aromatiquement parlant, je trouve que dans ce que quelqu'un disait tantôt, c'est-à-dire le côté peut-être un peu trop délicat, insipide, etc., etc., j'ai quand même un nez qui est relativement plaisant, assez aromatique, somme toute. Puis j'ai quand même aussi quelque chose de. Je sens qu'il y a déjà une richesse quand même. En tout cas, il y a une maturité qui a été amenée dans ce vin-là, à mon sens. Est-ce qu'il y en a qui voudraient renchérir sur le nez? J'abonde dans ton sens. Plaisant, c'est Daniel Caro. Oui. Je m'attendais à des arômes dans le registre d'agrumes, j'avoue. Mais ce qui m'a surpris, c'est légèrement musqué à mon nez, mais c'est musqué d'une façon très agréable. OK. Alors, pour moi, c'est une surprise agréable plutôt qu'un désappointement. Est-ce qu'il y en a qui s'attendaient au nez à avoir parce que moi, je trouve qu'il y a quand même ce côté quasiment fruit jaune, un petit peu chair grasse au niveau du nez. Chose que, bon, si on regarde les attributs du Trebbiano d'Abruzzo, bon, on dit généralement que c'est floral et fruité, effectivement, sur les agrumes. Euh, Moi, tu sais, je me fais l'avocat du diable, ou en tout cas, je ne vais pas nécessairement dans ce que la théorie me dit. Je vais beaucoup avec mes sentis. Et puis, on va voir tantôt que le pecorino est souvent associé à des arômes peut-être un petit peu plus tropicaux. Et bizarrement parlant, moi, je suis pas capable de les vraiment cataloguer chacun dans le Trebbiano étant floral et puis fruité agrumes et le Pecorino étant possiblement plus tropical. Je dirais que j'ai de la misère parce que l'un ou l'autre, dépendamment comment ils sont faits, comment ils sont amenés, peuvent aller jouer dans la talle du voisin. Bah, moi, j'ai aperçu des pommes aussi. Euh, Mhm. et comme Daniel, il y a une arôme, c'est presque comme c'est peut-être un peu sur les lits. Je ne sais pas s'il y avait du traitement sur les lits, mais
un peu de cette genre d'arôme plus, pas autolytique, mais comme ça, que je n'avais pas anticipé non Mhm. plus. Mais comme Daniel dit, je trouve que c'est très agréable sur le nez et ça continue sur la bouche aussi, Bah, sur le soyons, palais. c'est ça, soyons très honnêtes. Je veux dire, pour 18 $ et 82 et 90, moi, j'ai un nez qui est très, très plaisant, charmeur, Ouais, hyper printanier. Je suis assez d'accord avec toi sur le volet un petit peu lit. ouais. J'avais ça aussi un petit peu. Euh, Par contre, est-ce que je suis capable de voir écoutez, c'est de la cuve inox, donc on se mentira pas quand qu'on le veuille ou non sur des cépages comme ça. Je pense Ouais. qu'un léger passage sur des lits pour à la fois les texturer puis aller chercher un peu d'impact aromatique, ça doit être monnaie courante quand même. Donc, voilà. OK. Hop, hop, je vois je vais ouvrir le chat. Numéro des échantillons, donc on vous l'a donné 3,1. Et à quelle température devrions-nous déguster les blancs? Ben là, tu vois, François, quand c'est en plein hiver, j'ai tendance à les boire légèrement plus chaud. Quand c'est vraiment au cœur de l'été, j'ai tendance à les boire légèrement plus frais. Je pense pas que ce vin blanc nécessite qu'on le serve trop froid, de risque de perdre quand même tout son caractère qui est quand même délicat au niveau des aromatiques. Par contre, pas oublier que le Trebbiano, dans son ADN, pardon, est peut-être pas le cépage le plus acide sur la planète. Après, comme je dis toujours, on peut parler de pH, d'acidité. Je pense qu'à un moment donné, c'est un paramètre parmi l'ensemble du vin et que si on trouve un équilibre et une certaine fraîcheur digeste en dégustation, moi, je suis très, très à l'aise avec des 10-11 degrés sur ce genre de vin. Moi, le mien, là, est froid parce il sort du frigo, mais même froid, il garde quand même un impact quand même assez aromatique. D'accord, merci. Effectivement, j'ai servi à 14, puis il paraît très, très bien, même que vraiment, c'est sûr que plus froid, il s'éteint, là. Mais je peux pas m'empêcher de trouver que pour le prix, c'est excellent. Je dis toujours, tu sais, un vin en dessous de 20 $, qu'est-ce qu'on lui demande? D'être agréablement fruité, relativement Ah. équilibré. Mais lui, Moi, lui, j'ai quand même, c'est plus que le minimum, là. ouais, j'ai quand même tu sais, une bonne salivation euh, derrière. Tu sais, je dis toujours, ça devrait être facile de faire un bon vin à 50 pièces, mais quand on en trouve un bien fait à 18,90 $ on peut juste applaudir. Puis moi, en tant que tel, je trouve que c'est simple. Ça reste un vin qui est simple. Il y a pas de fioriture, on s'entend. Est-ce que certains se sont laissés un petit peu surprendre par la bouche par rapport au nez? J'ajouterais qu'on retrouve le prix de ce vin-là dans sa caractéristique d'une longueur un peu décevante. J'aurais aimé qu'il m'influence positivement plus longuement en bouche. Le nez me le suggérait. Alors là, Mhm. peut-être qu'effectivement, le prix, on retrouve sa vérité en matière de Ouais. longueur. Donc, Daniel, toi, ce que tu penses, c'est que il y avait un côté très charmeur, quasiment charnu au niveau du fruit, au niveau du nez. Puis tu as trouvé un peu un décalage au niveau de la bouche, sur un côté peut-être un petit peu plus sec, acide, mince, qui amenait pas vraiment de longueur, c'est ça? Il y a peut-être pas si mince que ça, mais après 4 ou 5 Caudalie, euh, je lui demandais où est-ce que tu es parti. Ouais, J'avais le goût qu'il m'anime un peu plus longuement. Mais encore une 5 à, fois, en bas de 20 $, on ne peut pas tout avoir. 5 à 7 coups de lit. Non, à 4 ou 5 Caudalie, là, Caudalie, c'est quoi Caudalie? seconde. seconds. OK, comme Ouais. steamboats en anglais. OK. Steamboat en anglais, c'est ça, oui. Mais c'est un bon point. Après, tu sais, c'est le genre de vin, je pense qu'il fait lever le coude. On se casse pas la tête, ça étanche un petit peu la soif. C'est un vin qui est facile, plaisant, agréable. Donc, je vais repartager le reste pour qu'on aille voir un petit peu la suite. Alors, ça. Mais tu sais, pour en revenir au vin, je pense que avoir ce genre de vin au verre dans un restaurant à volume, tu as une brasserie, etc.,
C'est le genre de vin facile, passe-partout, pas casse-tête. C'est quelqu'un qui attend, quelqu'un qui attend son rendez-vous, quelqu'un qui attend au bar. Il y a trop de monde à table. Moi, je dis souvent que c'est le genre de vin aussi que j'apporterais dans un party sandwich pas de croûte, là, sans aucun problème. Puis je pense que si il ne plaît pas à tout le monde, il ne déplaira pas, en tout cas à bien du monde. Donc, je reviens, excusez, on split comme ça, boum, boum, boum. Ah, c'est parce qu'à chaque fois, je reviens. OK. Bon, je vais peut-être essayer de garder juste l'écran comme ça alors. Donc, voilà pour le Trebbiano d'Abruzzo de la maison Tollo. 2022 quand même, donc c'est pas un vin qui mérite un gros vieillissement, on s'entend. Donc, prêt à boire de ce temps-ci. Voilà, donc ça c'était le premier vin. Moi, il était bien froid, donc juste, je vais servir pour que ça prenne un petit peu de température pardon, dans le verre. Et je vous invite tout de suite à vous servir le deuxième, donc le 3.2, où là, on va changer de maison. Donc, on va passer chez Cirelli et sur le Pecorino. OK. Donc, le Pecorino, vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé d'une appellation qui en a remplacé d'autres. Est-ce qu'il y en a qui seraient capables de me dire, depuis le 1er janvier 2024, une appellation qui a remplacé 8 autres appellations? C'est pas Terre d'Abruzzo qui a remplacé ça? Terre d'Abruzzo. OK? Donc là, on voit la DOC Abruzzo, donc la Terre d'Abruzzo qui serait l'IGT, et Abruz, donc Abruz Pecorino, dont en fait, on a essayé de mettre le mot Abruz en valeur pour pouvoir ensuite intégrer à l'intérieur de ça la valeur des cépages autochtones de la région. Donc, on le verra à la fin, mettait le Pecorino, le Passerina, Cococciola, etc. Ce sont des cépages qu'on voit dans les Abruzes. À ma connaissance, et dites-moi si je me trompe, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais bu encore sur notre marché, ou alors peut-être vraiment en importation privée. Mais c'est définitivement moi ce que je veux aller chercher quand je vais en Italie et dans une région spécifique. C'est vraiment son caractère indigène, autochtone, et pas goûter un autre chardonnay ou un autre merlot, etc. Donc, cette appellation à Bruges a été faite vraiment pour mettre de l'avant les cépages autochtones au départ. Donc, regardez le mot Abruzzo en clum, 8 appellations, je vais revenir tantôt, mais oui, un cépage qui a quasiment disparu au XXe siècle. Par contre, depuis 1990, c'est un cépage qu'on voit de plus en plus planté parce qu'il plaît. Et on va vite passer en dégustation. Donc, on dit agrumes, fruits tropicaux, fleurs. Certains lui associent aussi un léger côté végétal. Je fais toujours attention quand on parle de végétal parce que végétal peut paraître négatif comme positif. Moi, quand je parle de végétal, du pecorino, j'irais peut-être un petit peu plus sur l'aspect teint citronné, donc peut-être plus herbe aromatique que vraiment le mauvais végétal. Vous voyez, là, on nous dit jaune plutôt pâle, alors qu'on avait aussi ça sur le Trebbiano. Mais des fois, moi, on associe le Trebbiano avec le vraiment plus pâle que le pecorino. Or, si je prends les vins, en tout cas, moi, ma lumière est pas naturelle, pas en toute, mais il me semble avoir un petit peu plus de profondeur de robe sur ce pecorino. Sec, harmonieux, persistant, note terreuse, minérale, florale qui évolue avec l'âge. Ça reste très général encore comme description. On va voir ce qu'il en est dans le verre. Regardez ça, c'est intéressant. On est dans une région quand même, les Abruzzes, où on peut éventuellement avoir, dépendamment où on se situe, des petites poches d'humidité qui créent de la maladie fongique. Et le pecorino a ça d'intéressant qu'il est quand même relativement résistant à ce niveau-là. Produit des faibles rendements. Je ne vous dirais pas que faible rendement égale qualité des vins. Je dis toujours que faible rendement est toujours à mettre en lien avec densité de plantation. Donc, faire aussi attention à ce niveau-là. Par contre, c'est un cépage qui réagit bien à l'altitude. Donc, on va avoir ce côté un petit peu plus croquant, un petit peu plus nerveux, qui met le vin un petit peu plus de façon verticale et en même temps du volume. Parce que c'est un cépage qui a quand même une capacité de maturation et d'aller chercher des sucres et donc de l'alcool un petit peu plus élevé, mais toujours bien soutenu par l'acidité. Donc, vous voyez,
une structure globale qui est quand même assez massive et qui devrait créer un équilibre et potentiellement de la garde un petit peu plus soutenue que sur du Trebbiano, dépendamment comment tout ça est vinifié, bien entendu. Et là, on arrive avec l'histoire du pecorino, parce que le pecorino, vous l'associez très certainement à un fromage, mais ce fromage de pecorino n'est pas un fromage des Abruzzes au départ. Je pense qu'on descend un petit peu plus au sud de l'Italie. Mais moi, c'est le genre d'histoire que j'aime raconter à table quand vient le temps de décrire un vin. Plutôt que de mettre des arômes dans la bouche des gens, c'est leur présenter les Abruzzes, c'est leur présenter le pecorino. Et les Abruzzes, c'est quoi? C'est une région qui est paysanne, c'est une région où on avait des moutons, des bergers qui faisaient la transhumance. Et qu'est-ce que mangeaient les moutons? Un peu comme ce qu'on voit dans certains vignobles du Québec ou ailleurs dans le monde, ben, les moutons vont manger les raisins qui sont les plus mûrs en premier, comme les oiseaux, des fois, vont faire la même chose. Donc, le pecorino avait cette aptitude d'être mûr en premier, plutôt plus sucré. Et pendant la transhumance, ben, le berger qui faisait passer ses moutons dans les champs à travers les vignes, s'excusait auprès du viticulteur en lui proposant le fromage que lui produisait, qui était le pecorino. Donc, on aurait donné, l'histoire dit qu'on aurait donné le nom du cépage après cette histoire fromagère. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu d'autres histoires. En tout cas, moi, c'est celle que j'ai entendue et seulement entendue. La transhumance. Oh, il y a une belle faute d'orthographe dans ma transhumance, hein, je pense. Oui, excusez. Donc, allons-y. Francesco Cirelli, donc bio nature. Le vin précédent, on était en bio et vegan, si je ne me trompe pas. Et là, juste, donc, vous mentionnez qu'on est sur les collines Pescaresi. Est-ce qu'il y en a qui, vite, seraient capables de me dire colline Pescaresi, à quoi ça fait référence? Là, on se reporte à la semaine dernière. Commune de Pescara, donc une des sous-zones identifiées. Question complémentaire, parce que Guillaume est en feu. Est-ce qu'on y produit du blanc, du rouge, du rosé ou toutes ces réponses? Guillaume Plante est en feu, mesdames et messieurs. C'est le cas à peu près partout, hein. Il n'y a pas beaucoup de sous-zones finalement où on ne produit qu'une seule couleur. Et si on produit qu'une seule couleur, la plupart du temps, c'est du rouge. Je dis ça, je dis rien, hein. Là, c'est des petits hints que j'amène comme ça. Ça se peut que ça vous serve à un moment donné. Donc, 100% pecorino, élevage en cuve inox. Tirelli a pour habitude de travailler vraiment de façon euh, naturelle sur des levures indigènes. On contrôle les températures. On s'assure que tout se passe bien, mais il n'y a pas d'artifice là-dessus. Donc, 24,95 $ pour ce vin. Je vais arrêter ça. Je vais vous reprendre en visuel. Et pecorino. Alors, ça se pourrait que l'étiquette en tant que telle, si vous cherchez sur le site du producteur, vous ne trouviez pas cette étiquette-là. Je pense que l'étiquette a légèrement changé. Ça, c'est sa gamme classique, si je ne me trompe pas. Et d'habitude, la couleur est franche. Il y a pas ce dégradé sur l'étiquette. Et faites attention parce que c'est des vins qui sont quand même relativement purs et singuliers. Mais il y a quand même deux gammes. Il y a une gamme amphore et il y a une gamme dite classique, entre guillemets, sur Cuvinox. Là, c'est là-dessus qu'on est. En amphore, les prix sont passablement plus élevés, si je ne me trompe pas. Je vais juste aller faire un tour dans le chat. Alors, potentiel de garde, oui, 5 à 7 ans. Si implique vieillissement en fût de chêne, oui, je te dirais que toutes ces réponses sont bonnes. Donc, oui, le fût ou peut-être des plus gros contenants, le travail sur lit, essayer de structurer un petit peu le vin. 5-7 ans, ça me semble raisonnable. Je ne suis pas sûr que j'irai beaucoup plus que cela. Pour donner une idée, ce soir, ma blonde m'a fait des, euh, des pâtes avec juste crevettes nordiques, zeste de citron, un petit peu d'échalote, il y avait un petit peu de piment, d'espelette là-dedans. Puis moi, la fraîcheur et un peu le travail sur lit, que ce soit d'un Trebbiano, d'un Pecorino, sur ce genre de plat, ça me va à un. Donc, Luz nous dit, mes clients ont beaucoup aimé celui, le Cirelli Pecorino. Et regardez, c'est fou comme notre cerveau est conditionné à, si on y met quelque chose en tête, on va nécessairement aller chercher ça.
Moi, j'ai une histoire avec le pecorino. Mon père a navigué pas mal en Méditerranée, puis à chaque fois, il ramenait à la maison du pecorino. Puis je laisse fromage en tête et au nez. Puis qu'on le veuille ou non, je trouve que le nez éveille ce côté un petit peu salin, quasiment. Le nez me fait déjà saliver. Donc, moi, je trouve que le pecorino a sensiblement plus d'acidité que le Trebbiano, à ce côté, cette sensation minérale ou saline qui est toujours un petit peu plus mordante. Mais je vous laisse aller sur les commentaires. Moi, le côté tropical, vous voyez, sur ce vin-là, je suis pas sûr que je le retrouve au niveau du nez. Ou alors sur le côté sous-mûri tropical, mais vous voyez, là, comme disent les Français, la bouche est beaucoup plus raccord avec le nez. Je trouve qu'il y a une verticalité au nez, il y a une espèce de tension saline qu'on retrouve tout de suite en bouche. Et paradoxalement, si le Trebbiano nous amenait un petit peu plus de volume au début de bouche, le Pecorino rentre peut-être de façon plus discrète. Par contre, je trouve que la longueur sur son impact salin et sur son caractère salivant est beaucoup plus marquée. Donc, je vais prendre vos commentaires, impressions. Il n'y a personne qui a tort, tout le monde a raison. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté hydromel un peu tire-éponge qui me rappelle mon enfance. Mhm. Ouais. Et puis, J'achète ça, j'aimerais bien le voir vieillir quelques années, ce vin-là. ouais. Il y a beaucoup d'allégresse là-dedans. Parfois, ça ressemble un peu en moins mielleux, le Fiano di Avellino qui est Apinum, tu sais, qui est assez riche, là, mais beaucoup plus léger. Merci, Carl, qui je vais voir dans le chat tout au fond là-bas, qui est là. Il y en a qui sont sur. Ah, j'ai vu qu'il y a Anna qui est là. Bonjour, Anna. Je ne sais pas si elle peut ouvrir son micro, nous donner son commentaire sur le vin. J'ai Kuniko aussi. Soyez pas timide. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et moi, je salive Moi, rare. je ne sais pas trop, désolé de te couper, Clariane. Moi, j'ai en tête un jambon à l'ananas en accord mets et vin, mais que j'ai ça depuis le début. Puis on dirait que je ne suis pas capable de m'ôter cette image-là. Vu que le petit côté mielleux, comme on disait, le petit côté fruit exotique, mais pas trop présent, que l'ananas pourrait. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je Mhm. suis complètement dans l'erreur, mais c'est ça que ça me vient Il n'y a directement. pas d'erreur, il y a juste des sentis. Puis si, tu sais, je dirais le printemps prochain, ben, essaye-le. Ben, tu peux l'essayer Ouais. avant, là, mais tu sais, jambon fraise, jambon ananas, qui sont nos classiques un petit peu québécois. Mais pourquoi pas? En même temps, est-ce que c'est un plat qui est compliqué? Non. Est-ce que c'est un vin qui est compliqué? Non plus. Donc, tu sais, à un moment donné, je pense que ta réflexion n'est pas mauvaise dans la mesure où faut mettre des choses qui sont raccords ensemble. Je suis pas sûr que là-dessus, j'irais sur la noblesse de certains poissons ou des ingrédients excessivement dispendieux, etc. Il faut que ça reste quand même relativement simple et c'est l'image que le vin projette, je pense. Définitivement. D'autres commentaires? Je vois Maxime. Bonjour Maxime. Vous pouvez revenir sur le Trebbiano. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé que l'acidité était peut-être trop mordante ou manquait un tantinet de maturité peut-être? Dans quel vin, le Trebbiano ou le Le Pecorino? pecorino. Moi, Je trouve moi, je que pense que c'était pas mal élevé, mais ça va l'aider à Alger à développer un peu pendant les 2, 3 prochaines années. Mhm. C'est parce que si on veut avoir un vin pour Alger, il doit avoir de l'acidité pour garder la fraîcheur du vin pendant quelques années. Alors, je Ouais. pense que ça va pas diminuer, le caractère va devenir moins croquant, comme vous avez dit. Mm. Moi, je serais, honnêtement, pour ce prix-là, je serais curieux juste de le laisser coucher en cave pendant 2, 3 ans et de voir comment ce vin-là va évoluer. Comme Carl disait tantôt, là, ce côté un petit peu tire-éponge. Tu sais, j'ai quasiment le côté un petit peu cire d'abeille qui veut venir. Après, à savoir, est-ce que, à un moment donné, le vin va se casser ou se dissocier un petit peu. Mais à ce prix-là, moi, je pense que ça coûte rien de mettre ça
de coucher ça 2, 3 ans, puis des fois d'avoir des belles surprises. C'est le genre de vin qui me rappelle un petit peu certaines appellations régionales, plus certains macons en Bourgogne, qui, sur le papier, comme ça, en jeunesse, expriment pas nécessairement tout leur potentiel, mais des fois, tu couches ça, et puis hop, ça se réveille quelques années plus tard avec quelque chose d'assez sympathique. Donc voilà. Je trouve pas que l'acidité est déséquilibrée. Je trouve qu'avec la texture, ça compense le côté un peu mielleux, là. Pour moi, c'est pas déplaisant du tout. À l'attaque, oui, on a l'acidité, mais la texture couvre tout ça. Carl, peux-tu expliquer à Carl c'est qu'est de la tire-éponge? Expliquer à Carl, c'est la tire à punch. Ben, quand on était enfant, on avait ça, c'était dans des blocs. On achetait ça au dépanneur. Ça venait Ça a dans l'air OK, des... je ça a pensais, l'air d'une éponge, mais c'est du j'oublie sucre. le mot Ouais, en anglais non plus. ouais, c'est Moi. comme du Mais sucre. Ouais, oui, 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 oui. Sucre en éponge. Oui, oui. ouais, ouais. L'intérieur d'une barre crunchy. Oui, Yeah! oui. OK, oui, oui, Exactement. oui, oui. Exactement. C'est bientôt l'Halloween pour tout le monde. J'ai l'impression que Guillaume a déjà, s'il est comme moi, là, il a déjà acheté des bonbons, puis en fait, le soir, il a déjà pigé dedans. Et là, il va devoir racheter des bonbons parce que toutes les battes sont passées. Donc, moi, je trouve ça extrêmement Ariane, plaisant. C'est très vivifiant, ça Ariane, me fait saliver. Oui, une petite intervention, pas tellement sur le côté gustatif, mais je suis surpris qu'à l'SAQ, sur 28 vins des Abruzzes, rouge et blanc, il y a un seul Pecorino. Puis je suis pas uh-huh. sûr Ah. comment interpréter ce fait. Comment interpréter ce fait? Là, ça reste une interprétation, comme tu dis. À mon En sens, fait, on je est peux dans... répondre à la question, en fait. Ah, vas-y, Jesse. En fait, il faut savoir que la SAQ marche beaucoup en matière de... Mhm. ils font des appels d'offres. Puis si, en fait, dans leurs appels d'offres, ils font pas de demande pour un certain cépage ou une certaine région, ou en tout cas, ils ont des caractères bien précis sur leurs appels d'offres. Fait que s'ils ne demandent pas de pecorino, en fait, les importateurs peuvent pas proposer de pecorino, en fait, à la SAQ. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment une question d'appel d'offres. Puis, si la SAQ en demande pas, ben, ils en rentrent pas sur les tablettes. Mhm. C'est aussi simple que ça. Mais je vais faire du pouce là-dessus, Jesse, et puis pour répondre à Daniel, je pense que on est aux portes de voir arriver des choses, peut-être de plus en plus de cépages indigènes des Abruzzes. Tu sais, le système est fait comme ça, on se mentira pas. Souvent, ça passe d'abord par l'interprétation privée, les sommeliers qui veulent découvrir, les agences qui font découvrir, etc. Puis hop, quand la mayonnaise commence à prendre, je dirais, là, hop, là, la SAQ va faire justement ces appels d'offres vers des cépages qui sont peut-être un petit peu plus autochtones. Donc, Mhm. il y en a, c'est sûr, tu sais, je veux dire, pendant des années, puis encore aujourd'hui, je veux dire, Trebbiano, Montepulciano, je veux dire, c'est un peu comme associer le festival d'été à Québec. Je veux dire, c'est su, tout le monde s'y attend. Maintenant, il y a d'autres festivals off dans la province qui sont super intéressants. Puis, bah, c'est à force de faire du bruit, faire du bruit, faire du bruit que ces festivals prennent de l'ampleur. Donc, je pense que c'est à force de faire du bruit et que les sommeliers les découvrent que les agents en importe, qu'éventuellement le Mhm. pecorino comme la passerina ou comme la cococciola, etc., vont éventuellement arriver sur les tablettes. Oui. Par le passé, j'en avais acheté un très bon Discipio qui fait un très beau Montepulciano. C'était Francesco Colarusso qui distribuait ça. Maintenant, ça va revenir avec Alternative dans quelques mois. Et Donc, c'est un excellent pecorino. effectivement, tu es je dirais, dans les Abruzzes en ce moment. Je pense que force est de constater qu'on est peut-être mieux de fouiller un petit peu en importation privée si on veut rentrer un petit peu plus dans dans l'indigène et dans la vraie personnalité des Abruzzes. Quoique la SAQ, quand même, est en train de nous amener, même sur des Montepulciano et sur des Trebbiano, sur des trucs assez sympas. Vous allez en avoir un bel aperçu, je pense, tantôt. Donc, je vais remettre ma présentation parce que je vois que le temps file quand même. Euh, ok, je reviens là-dessus et j'avance un petit peu. Alors, on avait vu tout ça déjà. Donc, moi, je trouve que l'étiquette, elle parle, elle est jeune, elle est pure, elle est dynamique. 25 $. C'est Mm.
on est peut-être sur un prix un petit peu limite par rapport aux clients ou peut-être faut qu'on aille vendre un petit peu en SAQ. Par contre, je pense que le discours biologique, vin nature, sur un cépage indigène que les gens ne connaissent pas, a vraiment sa place à ce moment-là. Et n'oubliez pas qu'on est sur une sous-zone, donc Colline Pescaresi, dans la province de Pescara. Et nous voilà arrivés au grand. Je ne sais pas au grand. En fait, le Montepulciano, pour moi, c'est une relation amour-haine. Il peut avoir des trucs absolument terribles et il peut avoir des trucs absolument extraordinaires. Dans les trucs terribles, ben, on ne se mentira pas que, étant donné que c'est quand même le cépage le plus planté, 13 700 hectares sur les 34 000 que comportent de vignes les Abruzzes, c'est une grosse, grosse part du gâteau. Et étant donné que dans les Abruzzes, il y a beaucoup quand même de caves coopératives, ben, on ne s'étonnera pas que le Montepulciano peut des fois être un petit peu maltraité, des fois assemblé avec d'autres choses qui ne sont pas nécessairement légitimes à ce niveau-là. Ce qui est amusant, c'est quand on parle d'un minimum d'alcool de 12%. Euh, à part certaines régions du globe, je connais peu de vins qui font rouge, qui font 12%, encore moins quand on se transfère dans le sud de l'Italie, comme ça, les Abruzzes. Euh, 12%, c'est pas sa caractéristique. C'est le Montepulciano, on va le voir tantôt. C'est un cépage qui intrinsèquement a de la structure, a de l'alcool, a de l'acidité, a des tanins, a en fait tout ce qu'il faut pour que ça soit un grand cépage capable de vieillir. OK? Donc, je m'excuse, cette slide n'a pas été traduite. Donc, oui, on peut le faire en assemblage, mais encore une fois, je pense que sa légitimité réside dans l'aspect monocépage. Donc, à quoi on s'attend? Et ça, je pense qu'on aurait pu ajouter à la couleur rubis, une rubis profond. Le Montepulciano, ça a de la couleur, ça tache le vert, c'est robuste. Et la couleur indique un petit peu déjà ce qu'on va s'attendre en termes de structure des vins qui sont. Je reviens à le nom du producteur qu'on vient de déguster, c'était Cirelli. Avant, c'était Tollo. Je vous reviens s'il y a une autre question. Donc, la couleur annonce quand même à la fois des antioxydants, donc des tanins. Si on a une couleur qui est marquée, qui n'a pas tendance à, à disparaître trop rapidement, c'est-à-dire qu'on a quand même une marque d'acidité relativement marquée. Et on a cette profondeur au niveau des arômes qui touchent aux fruits noirs, aux fruits rouges, des fois un petit peu animal, un petit peu sauvage. Et merci Jessie, le vin numéro 3.1 était Cantinatolo, 3.2 Cirelli. Et là, on va passer au 3.3 qui, moi, est... Alors, je ne vais pas vous faire déguster tout de suite, moi je ne l'ai pas, mais vous pouvez déjà vous le verser. Ça va être le Cerasuolo d'Abruzzo, mais ça m'amène à vous parler du Montepulciano en tant que tel. Vous voyez une photo du raisin, on voit déjà le sérieux, le côté colorant du cépage. J'ai en, ok, 3.3, ok. Peut-être ça se peut que 3.3, il y en a qui ne l'est pas. On va regarder ça. Donc, ça mûrit relativement tardivement. Contrairement au pecorino, c'est plus sensible un petit peu aux maladies fongiques et ça a vraiment de la peau relativement épaisse. Le 3.3, effectivement, du rosé, hein. Quand on parle de Cerasuolo d'Abruzzo, ça va être du rosé fait de Montepulciano. Donc, riche en anthocyanes, plusieurs clones disponibles. Alors ça, c'est quelque chose que moi, j'aimerais beaucoup explorer lors du prochain voyage, c'est de savoir, OK, il se passe quoi éventuellement exactement à ce niveau-là. Mais je pense pas que ça soit quelque chose qui est vraiment encore très, très mis de l'avant. Mais il y a définitivement un petit peu plus de profondeur à aller chercher. C'est un rosé dans le coffre que j'ai reçu. Oui, c'est normal. Donc, peut produire des vins rouges mousseux, tenez-vous loin de ça, secs et doux, ainsi que des rosés exceptionnels. Je vais passer sur cette slide-là Je vais passer sur celle-ci parce que je pense que vous voulez aller tout de suite à ceci. Donc, le 3.3 que vous avez dans le verre, c'est effectivement un rosé. Donc, un rosé, le Cerasuolo d'Abruzzo, 100% Montepulciano, créé en 2010 comme appellation. Et le Cerasuolo, pour moi, c'est un vin qui est formidable parce que c'est un vin qui a énormément de couleurs dû
à la pigmentation de la peau en tant que telle. Et je trouve que cette couleur est super invitante. En fait, est-ce qu'on devrait dire que c'est un rosé ou un clairet? On est quelque part entre les deux. Ok. Puis je vous avais parlé, je pense, la semaine prochaine, que dans les cartons, il y a une volonté du consortio de travailler sur un clairet des Abruzzes, qui ne serait pas nécessairement un Cerasuolo, mais ce Cerasuolo, ben, du Montepulciano, ça peut se faire dans deux styles de vinification assez classiques. Donc, soit on y va sur, comme pour faire un vin blanc. Donc, en fait, on presse très, très euh, doucement le Montepulciano qui va nécessairement colorer le jus. Ou alors, on y va sur une période de macération avec les pots, qui en général, c'est quelques heures suffisent. On n'a pas besoin de pousser ça trop loin du fait que le Montepulciano a cette capacité colorante assez marquée. Donc Est-ce voilà. que, Oui. est-ce que le Cherazulo, on pourrait un peu, mettons, le comparer à du Tavel dans le sens où c'est quand même assez colorant puis assez relevé dans son ensemble? Oui. Euh, faut que je mette en plein écran, excusez. Oui, bah, en tant que tel, ça fait partie des rosés qui, selon moi, ont cette amplitude, un petit peu plus de poids, un alcool qui est un peu plus marqué, même une certaine richesse tannique, qu'on le veuille ou non, qui fait que c'est pas tant pour moi des rosés d'apéro plus que des rosés de table en tant que tel. Donc oui, on pourrait faire ce parallèle-là. Je trouve qu'il y a peut-être un petit peu plus euh, d'harmonie et de gourmandise dans un Shiraz par exemple. Donc, je vais pouvoir vous laisser déguster ce vin-là. Donc, on parle de fruits rouges, d'amandes, la couleur est cerise. On est donc Cirelli, encore une fois. Donc, là, en Abruzzes, c'est un 2023, 100% Montepulciano, de la cuve inox, 24,50 $. Et moi, je ne peux pas le déguster parce que mon échantillon a brisé malheureusement dans le transport. Donc, je vais fermer ça. Je vais revenir à mon zoom pour vous voir la binette. Pam, 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 pam. Tac, plein écran. Ah, ok. Commentaire sur ce Cerasolo. Est-ce que c'est, selon vous, le genre de vin qui, en termes de couleur, est comme super facile à vendre ou plus challengeant? Oui, lui nous dit oui. C'est la question, en fait, c'est à se poser, c'est est-ce qu'on est plus dans une dynamique actuellement en termes de mode de vin pâle, pâle, pâle au niveau des rosés, ou est-ce qu'on est dans des vins, on demande des vins plus foncés? Je pense que on est rendu sur les vins plus pâles, mais parce que les vins plus foncés, Ouais, les gens je pense que vont c'est faire ça. les liens avec des vins sucrés. Mm. Quand on voit un rosé foncé, on pense le lien, c'est sucré. Et les gens vont vers les vins moins sucrés, ben, secs, comme celui-là, et comme surtout les vins de Provence. On est Mhm. maintenant dirigé vers les vins de Provence qui sont pas plutôt pâles. Alors, c'est ça que je pense, c'est le challenge qu'on va avoir à vendre un vin si foncé en couleur. Mais Je suis pas sûr de ça, moi, pour vrai. Je vois que cette année, on a quand même eu une bonne arrivage de vin, justement, là, de Tavel avec une coloration rosée beaucoup plus foncée que ce qu'on est habitué de voir d'habitude dans les rosés d'été. Fait que je pense que peut-être que le client se tourne de plus en plus vers justement là, des vins rosés un peu plus relevés, un peu plus pour accompagner justement des repas. Je sais qu'on a eu, je pense que le client est encore dans cette mentalité-là que du rosé, c'est du vin d'apéro, d'été, léger, facile. Mais je pense qu'on voit peut-être aussi un changement de mentalité dans le sens où on est capable maintenant plus facilement qu'avant de vendre ces vins-là, justement, qui ont beaucoup plus de coloration, sans nécessairement aller dans des vins qui sont sucrés nécessairement, mais justement d'apporter le client vers cette mentalité-là de
vin d'accompagnement, vin de gastronomie, justement, pour accompagner un repas, là. OK. Les deux sont valables parce que moi, Mm. même moi, tu sais, j'arrive pas à me placer en ce moment sur ce que le client attend en termes de vin rosé parce que j'ai l'impression que cette vague de rosé pâle, 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 pâle qui a quand même duré un certain nombre de temps, on dirait que je suis comme, on est dans une espèce de croisée des chemins. Tu sais, le vin, c'est une question de mode, hein. Puis j'ai l'impression qu'on a tendance peut-être à retourner sur des vins un petit peu plus foncés. Par contre, pour démontrer que les rosés sont peut-être des vins qui peuvent être plus sérieux qu'ils n'y paraissent. Par contre, Karl a un bon point aussi. Peut-être que sur certains marchés, c'est le rosé d'une couleur comme ça assez punché peut évoquer ce côté, oh, ça doit être fruité, donc sucré. Euh, c'est euh, c'est tu sais, c'est difficile de trancher noir ou blanc sur cette question. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question sur votre, euh, votre facilité à vendre ou non ce genre de vin. Je pense que pour les gourmands, les gens qui aiment manger aussi avec le vin, ça va être plus intéressant pour eux autres. Mhm. Mais je pense, je sais pas, peut-être, Il y a peut-être je pas de suis pas dans réponse la à même, avoir, je hein. suis pas dans la même Ouais. secteur de clients qui aiment qui aiment ça plus que les gens qui aiment les vins d'été, comme vous dites, les vins pour le patio pendant une journée Mhm. chaude et tout ça. Alors peut-être, comme vous dites, ça dépend à le clientèle, le secteur Faudrait, des clientèles. Ça va être intéressant sur nos marchés au Québec parce que quand on pense à ce qu'on fait de bon au Québec, tu sais, on a aussi quelques rosés et les Ouais. rosés qui sont produits au Québec, des fois notamment sur certains hybrides qui ont tendance à colorer un peu, peut amener aussi vers une notion, comme disait Guillaume, l'influence du Weizen et du Mateus s'estompe, Mhm. oui, ce qui n'est pas une mauvaise chose, même s'il y a du bon, il y a du vin pour tout le monde. Euh, mais je pense que moi, j'ai goûté des rosés du Québec là, avec justement un peu cette profondeur d'Europe, ce côté fruité. C'était plus clairet finalement que rosé. Puis on nous dit donc sur un barbecue, c'est nickel. Puis, encore une fois, pourquoi ça fonctionne? Tu as à la fois le côté un petit peu mâche, mordant, dû à la couleur du raisin, et en même temps, tu as, t'as le côté super rafraîchissant. Moi, des côtelettes d'agneau là-dessus, une tomate qui serait juste écrasée pour amener du jus, puis un petit peu de thym et fleur de sel, puis je pense qu'on est en voiture. Donc, Ouais. Ça la belle ressemble un peu affaire. ouais. La couleur Vas-y. ressemble un peu à un Bardolino aussi. OK. Ouais. Ce que j'aime Le là-dessus, cherry. ce que j'aime là-dessus, c'est cette faculté euh, à être oui, un vin rosé, mais un vin rosé qu'on découvre. En fait, vous, oui, les sommeliers, sûrement, vous connaissez cette appellation-là, mais qui connaît, c'est monsieur, madame, tout le monde qui va en SAQ, etc., connaissent pas ce vin-là. Et je pense que leur faire découvrir une nouvelle appellation en rosé plutôt qu'ils aillent toujours en Provence, en Provence, en Provence, en Provence, ça peut être une bonne source de relation entre le sommelier et le client ou entre la personne qui travaille en SAQ et son client. Donc, juste sortir un petit peu des sentiers battus, puis c'est ce qui nous permet de, de rester actifs dans nos connaissances, puis de triper un petit peu sur le vin. Je vais faire une dégustation des vins rosés pour un de mes clients en février, je crois, ou mars, anyway. Et je suis certain que je vais utiliser ce vin-là Mhm. dans cette dégustation pour quelque Parce que chose ça, qui est. personne serait capable de le placer, je pense. Mhm. Ouais, ouais. En tout cas, Clariane, c'est- j'aimerais ajouter une perspective d'agence d'importation. ouais. L'agence avec laquelle je collabore, les plus récentes données confirment que les produits rosés sont vendus 9 mois par année. Et notre meilleur vendeur, il a une teinte comme celui de ce soir, c'est peut-être l'éclairage de mon bureau, Mhm. mais presque cuivré. Mhm, Et ce cuivré projette une image de qualité. Mhm. C'est attrayant. Et c'est pour ça que qu'on soit en mars ou en octobre, les clients voient l'attrait du produit alors que c'est rose très, très pâle qui se consommait juste au bord de la piscine.
ça ne se vendrait pas en octobre ou en mars. Mhm. Alors, cette couleur plus profonde, elle a un impact significatif sur la dimension commerciale de cette catégorie de vins rosés. Et nous, on en est très fiers. Notre plus grand vendeur, c'est un grec, et puis on en manque tout le temps. Il part aussitôt qu'il arrive. Bon point, Daniel. Merci beaucoup pour ce commentaire. Puis, on est chanceux parce qu'on est ici sur un rosé avec de la couleur, mais quand même sur un profil sec. Je ne ferai pas de parallèle avec d'autres régions qui font des rosés, qui continuent encore des fois à être sur le marasme du rosé coloré et malheureusement un petit peu sucré. Il y a juste à voir traditionnellement en France sur quelques appellations de la Loire où on a encore ce profil-là. Bref, donc, est-ce que c'est un vin qui plaît, qui est gourmand, qui est plein, fruité? Ou je me fie à vous parce que pour le coup, là, je l'ai pas sous les yeux, sous la bouche en tout cas. Oui, personnellement, moi, j'apprécie beaucoup ce genre de rosé-là que ça a ça a un attrait autant pour l'apéro que pour accompagner un repas. Tu sais, on a de la fraîcheur, puis on a de la consistance. Fait que, au final, Mhm. moi, je trouve que si justement on veut être dans cette lignée-là de vins qui sont un peu plus polyvalents, ben, c'est exactement ce qu'on peut rechercher, là. Mhm. Surtout quand on est justement le cul entre deux chaises, où ce que on ne sait pas si les clients veulent des vins rosés d'apéro ou des vins pour rosés de table, ben celui-là, ça inscrit exactement dans le milieu entre les deux. On n'est pas sur un rosé qui est trop costaud, trop puissant, puis on n'est pas Mhm. sur un rosé qui est trop léger puis trop frais. Fait que Un bon positionnement. Mhm. exactement, c'est vraiment le fun. La couleur est belle, et tout est attrayant pour ce vin-là, en fait, là. Alors, je vais juste revenir un instant sur... donc, ouais, donc, tu as 17 000 hectares, c'est définitivement le cépage le plus planté des Abruzzes. Et savoir que c'est quand même voyons, le cépage le plus planté au niveau des vins rouges en Italie. Donc, c'est quand même assez important. Donc, le plus planté après le Sangiovese. Le Sangiovese est quand même majoritaire, mais le Montepulciano arrive en deuxième place. Euh, Chose que je voulais vous dire, et j'en ai oublié, essence dans 17 000 hectares, ok. Euh, c'est là-dessus. Regardez, quand on regarde un peu le profil gustatif du Montepulciano, donc t'es sec, structuré, donc on voit que la barre de la structure, on est sur un vin qui est vu comme costaud, sérieux, avec ce côté un petit peu asséchant. Même chose au niveau des tanins, il y a souvent quand même cette charge d'alcool qui est un peu prédominante, mais en même temps, cette charge d'alcool, elle est ramassée par un fruité qui est quand même relativement pulpeux. Là, ce qui nous manque là-dessus, c'est la description des acidités, mais c'est la beauté du Montepulciano, capable quand même de retenir certaines acidités intéressantes pour faire en sorte que l'alcool soit jamais trop débalancé. Donc ça, c'est ce que le Montepulciano offre, ok? Sur papier, un vin structuré, plein, paf, 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 avec lequel on va pouvoir éventuellement faire un peu de fût. On va le travailler des fois sur ce côté un petit peu cuiré, sur du fût neuf, dépendamment où on est et avec qui on travaille, qui va apporter ce côté animal. Mais le côté animal, pour moi, vient pas du Montepulciano en tant que tel, plus que de la façon dont on le travaille, surtout en élevage. Donc là, le dernier vin qu'on a de Fermo, si je ne me trompe pas, il n'y en a plus en ce moment sur le réseau, mais 27,55 $, pas de bois. Et là, moi, je vais le découvrir en même temps que vous, parce que ce vin-là, je ne l'ai jamais dégusté. Moi, juste au nez, euh, alors, tu sais, c'est nature, c'est bio. Au nez, il y en a qui vont dire comme oui, j'aime, il y en a qui vont dire non, moi, ça ne me plaît pas, il y a des faux. Est-ce qu'il y en a qui détectent, mettons, oh non, pour moi, ce vin-là est clairement défectueux de par ceci ou cela. Ben, pour moi, c'est pas agréable, hein.
C'est quoi? Ça a-tu un côté un petit peu sanguin, animal? Absolument. OK. Donc, Nathalie, Nathalie voit ce côté sanguin, animal, un petit peu giboyeux. Euh, Moi, ça me déplaît pas. On est dans une dose ici qui est, je pense, correcte, qui apporte un peu ce que j'appelle, moi, le Roy Dupuis du vin. Nous. Tu sais, quand un vin est trop clean, là, tu sais, ce vin-là, les yeux bleus, il est beau, il est grand, il est élégant, mais il vient de passer un petit peu trop de temps dans sa ferme. Mais je le trouve pas désagréable pour autant. Est-ce qu'il y en a qui ont autre chose? Je ne trouve pas déplaisant. Est-ce qu'il y en a qui sont sur un peu de volatile, sur cette pointe un petit peu balsamique? C'est ça que j'allais dire, qu'il y a vraiment un côté balsamique à fond, mais on dirait que la bouteille a été ouverte, puis tu viens de t'en rendre compte 3 semaines plus tard que tu as oublié de fermer ta bouteille. Donc, moi, je trouve que Je trouve pas. par rapport à ce que le vin, le cépage en tant que tel évoque, le nez ne m'amène pas du tout là-dedans. Parce que si on dégustait vraiment dans un volet très analytique et stéréotype du Montepulciano, je ne suis pas sûr que, brûle pour point comme ça, je dirais, ah ben oui, c'est clair, c'est du Montepulciano. Par contre, regardez au niveau de la couleur, clairement, ça tache le vert. Ouais. Okay, on est sur un cépage quand même à peau épaisse. On parlait d'une couleur qui est beaucoup plus sur le rubis. Donc, malgré le fait qu'on a une peau épaisse, euh, le Montepulciano, bien fait, pas trop commercial, ne va pas nécessairement virer sur du violacé. On va plus être sur des rubis relativement profonds. Et on va mettre ça en bouche. Moi, je trouve pas c'est déplaisant au nez, puis je trouve qu'il y a un côté un peu café, un peu mocha. Mm-hmm. J'aime bien ce vin-là, moi. Wow, OK. Il me rebute pas du tout. Alors, moi, j'ai un conflit dans ce vin-là en bouche. Alors, je sais pas, ça va dépendre un petit peu de chacun, quand est-ce que vous avez reçu vos échantillons, etc. Clairement, ce vin-là en bouche vient de me dire qu'il y a à peu près pas de soufre. Qu'on est dans un. Puis, si la bouteille a été ouverte, mise dans des échantillons, dans les petites bouteilles comme ça, moi, malheureusement, puis je pense que c'est juste parce qu'on est en zoom comme ça, mais si on craquait la bouteille fraîche, je pense qu'on n'aurait pas cet arrière-goût un petit peu de noisette amère. Quand on dit la pinotte, là, je trouve que j'ai une amertume en fin de bouche qui malheureusement casse, détruit un petit peu le vin. Par contre, en essayant de se concentrer un petit peu plus sur le début de bouche, c'est intéressant parce que oui, on a du tanin, mais le tanin, il n'est pas asséchant. On a du tanin de peau de raisin quand même relativement juteux, quand même une salivation assez abondante. Mais c'est du Montepulciano plein de fruits, sur de la peau de raisin au niveau du tanin, assez croquant. Malheureusement, je trouve que la bouche peut-être est démolie un petit peu enfin du fait du manque un petit peu de protection. Si je ne me trompe pas, il se peut que ce vin-là, est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà dégusté, la bouteille comme achetée puis popée? Personne. Parce qu'il se pourrait que ce vin-là, apparemment, la façon dont il est fait, il y a un petit peu de gaz à l'ouverture. OK? Donc, ce gaz à l'ouverture, certains, ça va déranger certaines personnes. Mais en l'occurrence, ce gaz qui est conservé lors de la mise en bouteille, c'est peut-être ce qui lui sert de protection. OK? Alors que là, moi, j'ai plus aucun aspect gazeux en dégustation. Mais ma fin de bouche, elle finit. Le vin, il veut, puis d'un coup, paf, il casse. Et puis, je finis sur des amers qui sont pas nécessairement très, très agréables. Des Est-ce qu'on commentaires? est-ce qu'on sait que si c'est un vin avec aucune sulfite ajoutée? À ma connaissance, sans sulfite ajouté, ou alors pas assez de sulfite ajouté. Pardon? Je vais me faire tirer dessus à boulet rouge, là, mais peut-être dans le sans sulfite ajouté, des fois, c'est bien d'avoir
un petit peu pour le voyage. C'est ça en Ouais. fait, que je dis, OK? Je me suis mal exprimé quand j'ai dit pas assez de sulfite ajouté. Pas assez, OK. Je pensais jamais que j'allais dire ça un jour. Ouais. Ouais. Mm. Sur, Est-ce qu'il y en a qui ont sur le site de Raisin, il est marqué qu'il n'y a aucun intrant ni additif. Donc, Mm. des commentaires? Il y a Les... il y a une petite finale un peu chocolatée, ça fait un peu Ferrero Rocher Oui. Dollarama. Quand le chocolat est passé un Ouais. peu date, là. Ouais. Ouais. I had hazelnuts and chocolate, so that's Ouais. the Ferrero Rocher right there. Ouais. Ferrero Rocher qui est passé date pour C'est ton l'Halloween. Ferrero Rocher qui a Pas commencé à possible. blanchir, là? Ouais, ouais. 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 Alors, moi, je serais. Tu sais, là, moi, c'est mon avis du vin. Et je respecte ceux. Il y en a peut-être qui ont fait comme waouh, super vin, j'adore, 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 j'adore. Euh, mais c'est là où, tu sais, comme on dit, c'était le mot à la mode, là, il y a quelques temps, c'est très polarisant. Je suis pas sûr que Guillaume Plante, à la Maison Boulue, ce genre de vin soit nécessairement facile à vendre. Par contre, si je me. C'est encore drôle? Non, hein? On vendrait pas trop ça, hein? Par contre, t'es dans un truc, un resto un petit peu plus, t'es bar à vin, hop la vie, yellow. Peut-être les gens vont aimer ça. Moi, présentement, il me dérange. Encore une fois, comme dit, je pense que ça doit être Caro qui est là, mais un des soucis est certainement le réembouteillage. Je pense que c'est le genre de vin là que Ouais. tu craques la bouteille, tu l'ouvres, tu la bois, et c'est le genre de vin que tu vas boire en dedans d'une demi-heure parce que c'est super loulou. Mm. ouais, C'est vrai que ça effectivement. ne lui rend pas justice. Donc, Moi, je pense qu'effectivement, c'est pas le genre de vin qui va avoir une Hmm. très longue durée une fois qu'il est ouvert à cause qu'il n'y a Mm. rien pour conserver le vin, là, en fait. Là. Moi, personnellement, en ce moment, j'ai pas une dégustation agréable. Mm. Fait que Mais c'est ça, je pense que si après avoir ouvert si, mettons, la bouteille était fraîchement débouchée, je crois que ça serait probablement plus agréable que ça, mais en ce moment, j'ai un côté un peu vinaigré en bouche. Ça fait partie de la game, là, de toute façon, anyway, là, mais c'est ça. Il est quand Finalement, même ouvert depuis une semaine ou deux, il faut dire. ouais, c'est ça. Le Plus nez que de 2 semaines, plus que deux Plus que semaines, 2 parce que semaines, donc. on a reçu ça fait combien de temps qu'on a reçu dépendamment de quand est-ce qu'on a reçu nos vins, c'est sûr, ça fait au moins 2 semaines que le vin est ouvert. Ouais. Donc, Je l'ai reçu en partant. il y a 2 semaines au moins. Donc, tu sais, juste contextualiser Fait que, l'affaire et peut-être pas Mm. rester sur cette impression finale, parce que Non. le nez Mm. m'apparaît quand même, me laisse présager quand même un vin assez intéressant Mm. pour justement sortir du marasme des caves coopératives et du Montepulciano un petit peu cheap. Je trouve que ça laisse présager quand même une très très belle personnalité à ce genre de produit. Luz nous dit c'est un vin niche, amateur de vin nature. Euh, Ça, c'est un gros débat, hein. Écoute, je suis amateur de vin nature quand ils continuent à goûter droit et qu'ils arrivent à se conserver sainement. Euh, donc voilà, c'est sûr que les, entre guillemets, je vais me commettre là-dessus, mais les mauvais amateurs de vin nature vont adorer ce vin-là. Ouais. C'est ce qu'on associe des fois à, oh, vous allez voir, c'est spécial, mais c'est ça le terroir. C'est certainement pas un vin nature que j'utilise pour introduire les vins nature à quelqu'un qui Mm. n'est pas habitué ou n'a pas déjà dégusté parce que il y a trop de caractéristiques des vins nature qui peut-être leur plaît pas. Mais pour Mhm. moi, je suis pas un grand amateur, mais pour moi, je pense que euh, beaucoup ont déjà dit, frais de la bouteille, ça va être très différent et je pense que je vais peut-être essayer de trouver une bouteille pour l'essayer, pour savoir, parce que je pense que c'est pas un essai juste pour ce vin. Non, c'est pas Ouais. équitable. Ouais, c'est pas équitable, exact. Pas du tout. Donc, ne restez pas sur cette impression de ce vin-là, mais gardez en tête que tout ce qu'on a eu de façon très, très commerciale de Montepulciano évolue vers quelque chose avec un peu plus de personnalité dans deux aspects, selon moi, même trois. Soit l'aspect quasiment, je ne veux pas dire carbo, mais très, 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 très goulayant, très fruité, très facile et pimpant et quasiment printanier.
au Montepulciano plus classique dans la rondeur et la plénitude du fruit, au Montepulciano avec une possibilité peut-être de vieillissement sur sur de la barrique, sur des fûts de chêne, sur un travail qui amène un petit peu plus d'épices et de profondeur. Clair de penser que ce vin-là, déjà, tu vois, au niveau du nez, est en train de faner un peu. Là, on est sur ce côté un petit peu pot pourri qui arrive. Donc, on lui en tiendra pas rigueur du fait qu'on est en zoom là-dessus. Alors, je juste. Boum. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint à ce moment? Oui, ok. Donc, voilà. Donc, ça, c'est. On a goûté. On a goûté. On n'a pas vu explorer le Trebbiano et le Pecorino, ni le Montepulciano sous toutes ses coutures, mais on a eu des aperçus quand même qui, moi, somme toute, sur le Trebbiano comme sur le Pecorino, me semblaient très qualitatifs, sur cette volonté de produire un vin qualitatif de Montepulciano dans un esprit euh, naturel, sans intervention. Donc, on peut que louer cette volonté de travailler sur un des cépages indigènes, deux sur un aspect qualitatif et non pas quantitatif des vins. Puis après, ce qui resterait éventuellement à découvrir, c'est la Passerina, Cococciola. Je pense que c'est les deux cépages qui sont un petit peu dans la mire actuellement. Les autres, Moscatel, Malvasia, je ne saurais pas vous dire. Montonicho non plus. C'est un raisin que je ne connais pas. Donc, je voudrais juste me fier à vous à ce niveau-là. Est-ce qu'il y en a qui, sur le marché, ou ont déjà eu l'occasion de goûter de la Passerina et qui pourraient nous faire un petit peu euh, partager leur expérience? Donc, pas de Passerina. OK. Donc, Guillaume non plus. Anna. Là, je m'excuse, je m'exprime à ceux qui sont proches sur la bande, là, mais moi, j'en ai jamais dégusté. Donc, ce qui veut dire que l'un d'entre vous qui va gagner éventuellement un voyage dans les Abruzzes, va très certainement pouvoir aller déguster ces cépages encore à découvrir. Luz nous dit oui. OK, puis ça ressemble à quoi, selon toi, si tu avais un bref descriptif à nous donner? Luz est déjà repartie ou elle est allée ouvrir une bouteille pour nous tous? Donc, voilà. Non. OK. Bon, écoutez, il y en a un seul à la SAQ. OK. Puis il doit en avoir une bouteille à Chibougamau, genre. OK. OK. Fleur, Candid Flowers, Summer. Très estival comme cépage. Donc, à découvrir, moi, c'est un cépage, en tout cas, que je vais vouloir découvrir lors du prochain voyage, très, très certainement. Merci beaucoup, Luce, de ce partage. Donc, groupe, juste pour vous dire, on en était au troisième séminaire, peut-être un petit peu plus léger, celui-ci un petit peu plus simple, axé sur la dégustation et peut-être plus le volet cépage sur trois cépages relativement iconiques des Abruzzes. La semaine prochaine, alors il va avoir, la dernière séance va être attachée aux accords mets et vins. Et en fait, on va faire quelque chose. Là, moi, j'ai fait un questionnaire déjà, donc on va regarder quand est-ce qu'on vous fait passer ce questionnaire. C'est un questionnaire en 30 questions. Je peux déjà vous donner un petit peu l'idée du questionnaire. C'est un choix de réponse, un choix multiple. Toutes les informations sont dans les présentations qu'on a fait jusqu'à présent, normalement. Il y a du facile, il y a du moyen, il y a du peut-être un petit peu plus touché que vous pouvez aller revoir. Et donc, la meilleure note de ce questionnaire sera pas la personne qui va nécessairement partir en voyage, parce qu'on va, lors de la session Accords Mets et Vins, on va vous mettre à contribution. C'est-à-dire que vous allez savoir les vins, parce que là, pour l'instant, vous avez juste des numéros. Donc, on va vous dire quels sont les échantillons que vous avez reçus, et vous allez avoir un certain temps
pour vous, de vous, avec vous, travailler des accords mets et vins que vous allez pouvoir présenter à l'ensemble du peuple, ben, des gens qui sont ici. Je vous envoie pas, je vous envoie pas toutes les informations tout de suite. Ça va être bien encadré pour un volet un petit peu par équipe, etc. Et il va y avoir des points attribués à ces accords mets et vins qui vont se cumuler au questionnaire. Okay? Donc, quand on va faire la présentation des accords mets et vins, on vous donnera, à moins que Caroline me dise non, mais l'idée c'était de vous dévoiler en live quelle est la personne qui a accumulé le plus de points questionnaire et accords mets et vins ensemble. Elles sont envoyées, Caroline me dit, elles sont envoyées dans mes courriels récap. OK. Pierre? Oui. La semaine passée, vous avez dit que ça va être changé peut-être la semaine prochaine, l'heure parce que toi, Ouais, tu n'étais ben, pas disponible, puis moi non plus, mais c'est là, je ne sais pas si Caro est encore si Caro est en ligne, qu'elle veut ouvrir son micro et qu'elle veut nous expliquer éventuellement ce qui serait possible ou pas. Oui, en fait, on est en discussion avec Roxana de la Chambre italienne de commerce, à savoir si on est capable de changer la date du séminaire, donc numéro 4, qui était initialement prévu le 4 novembre, mais comme Clariane a un conflit d'horaire, l'idée, ce serait de le bouger au 11 novembre. Il faudrait voir aussi, bon, pour être sûr que ça ne pénalise pas les gens qui, bon, avaient leur 4 novembre de réservé et non leur 11 novembre de réservé, voir peut-être une façon de faire cette partie-là collaborative sur les accords mets et vins, peut-être par courriel ou autre. Donc, dès qu'on a le feedback de Roxana, je vais vous écrire un courriel en vous envoyant le recap de cette rencontre qu'on a faite aujourd'hui, puis tous les détails aussi concernant le moment auquel vous allez pouvoir passer l'examen en ligne et aussi le détail du séminaire 4. Merci, Caro. Puis je m'excuse de cela. Ça s'appelle ce double bouquet. Et une chance que Guillaume m'a collé la shot. Il m'a dit, disons que tu fais pas un séminaire en même temps qu'une autre activité, toi. Mais dans ma tête, tu vois, le 4 était les accords mets et vins. Et après, on aurait fait de toute façon le questionnaire. Donc, on verra comment ça se passe. Mais pourquoi pas faire le questionnaire le 4 et éventuellement le 11, aller chercher ces accords mets et vins. Est-ce qu'il y en a qui ont, si on y va comme ça, tu me permets, Caro, juste un petit sondage rapide. Est-ce que vous pouvez mettre un pouce en l'air, un bonhomme sourire ou je sais pas quoi, ou juste marquer oui le 11 ou non le 11 dans le chat? Au lieu que tout le monde réponde, je vais juste faire deux OK. messages puis aller faire un pouce sur le message qui vous convient. Ah, OK. Ah ouais. Ben oui. Parle-moi de ça, quelqu'un d'efficace. Ouais, sinon, ça va me mêler. Donc, oui le 11 ou non le 11, juste marquer, mettre un pouce sur le chat de la CSP. Oui le 11 ou non le 11. Puis l'idée, d'impacter personne. Donc, c'est juste de voir comment on peut arranger tout ça. Donc, si sur le chat, vous pouvez juste aller mettre un petit pouce. Ça monte tranquillement à 8. C'est comme à l'école, on donne une consigne, mais... OK. Donc, je ne sais pas combien on est actuellement connectés, par exemple. 21. 21. Donc là, j'ai une, deux, 8. OK, il y a à peu près 11-12 personnes qui ont répondu. Il y en a qui checkent leur agenda. Bon, ça a l'air d'y aller pour la majorité. Caro, est-ce que si, qu'est-ce que tu en penses si est-ce que tu veux envoyer un courriel ou est-ce que les personnes qui ne pourraient pas le 11 devraient t'envoyer un courriel? Je vais envoyer un courriel avec, dès qu'on a le go, en fait, de Le go de Roxana. Roxana aussi, ouais. Ouais, puis après ça, ils ont juste à répondre directement au courriel, puis on va s'arranger pour effectivement qu'il n'y ait aucune pénalité
quant à l'absence le 11 comme c'était pas prévu initialement le 11. Mhm. Et puis je m'en excuse, c'est vraiment mon erreur groupe. Puis ça impacte pas mal de gens, donc toutes mes excuses là-dessus. Et puis si toutefois vous pouvez pas faire le 11, on regardera pour une façon peut-être soit que vous l'envoyez avant, etc. Puis qu'on puisse faire quelque chose quand même là-dessus. Donc voilà, j'espère en tout cas donc cet accord mes 20, la prochaine session, ça sera vraiment plus un échange, une discussion qu'une conférence en tant que telle. Mais j'espère que sur ces 3 petits webinaires, bah, vous avez appris un petit peu plus de choses sur les Abruzzes et surtout peut-être découvert un potentiel qui est encore un petit peu latent, mais qui, je pense, devrait arriver un petit peu plus en puissance prochainement. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je vous laisse à vos activités respectives. Bonne Et fin de puis, soirée, tout le on se tient au monde. courant pour la suite. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de soirée. Merci. Bye. Bonne soirée.